Êtes-vous sûr de voir la réalité telle qu'elle est? Ou la voyez-vous seulement comme votre cerveau le permet? Imaginez que tout ce que vous appelez une image objective du monde n'est en réalité qu'une projection plate de quelque chose de bien plus complexe. Et si certaines personnes étaient capables de percevoir cette structure cachée du monde différemment? C'est ainsi que beaucoup expliquent ce qui, à première vue, semble être du chaos, de l'absurdité ou même de la folie dans l'art, la science et la nature elle-même. Des tableaux qui bouleversent la perception, des idées qui vont à l'encontre du bon sens et des dimensions qu'il est difficile de s'imaginer. Vous n'aimez pas l'œuvre de Picasso? Vous ne pouvez simplement pas le comprendre. C'est exactement ce qu'aurait dit un habitant de la 4e dimension en voyant les toiles un peu folles du peintre espagnol scandaleux dont le nom complet est Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima, Trinidad, Mártir, Patricio, Ruiz et Picasso. Un cauchemar, n'est-ce pas? Comme, en fait, ces tableaux aux yeux de la plupart des habitants de la Terre. C'était le préambule de la vidéo d'aujourd'hui où nous allons tenter de voir le monde sous un angle bien plus large que d'ordinaire. C'est étonnant, mais même si nous vivons dans un espace en 3 dimensions, les habitants de la Terre ne peuvent pas le voir pleinement, car cela nécessiterait des manipulations impossibles à réaliser. Hello, abonne-toi! Dans de nombreuses œuvres d'art du monde, il y a eu, d'une manière ou d'une autre, des tentatives de dépasser les limites des capacités humaines et d'essayer d'imaginer ce que cela ferait de vivre là-bas dans 4, 5 dimensions ou plus. Par exemple, le célèbre tableau de Salvador Dali, La Crucifixion, est aussi appelé corps hypercubique, car le Christ, selon le caprice de l'artiste, est crucifié sur le déploiement d'un tesseract, un hypercube à 4 dimensions. Les dimensions alternatives sont également mentionnées dans le film de science-fiction Interstellar. Vous vous souvenez lorsque le héros entre dans le trou noir et, au lieu d'y trouver une singularité, il découvre, enfin, n'ajoutons pas de spoiler, au cas où quelqu'un n'aurait pas encore vu ce film incroyable. Mais revenons à Picasso. Beaucoup supposent que l'artiste possédait un don unique pour voir le monde de manière non triviale. Souvenez-vous de ces tableaux où des parties du corps, des traits du visage, des objets et des silhouettes sont volontairement mêlés de manière grotesque. Mais ce que nous percevons comme du chaos, un habitant de la 4e dimension l'aurait peut-être vu autrement. En regardant cette cacophonie picturale de l'extérieur, il aurait pu apprécier la véritable beauté de la toile. Par conséquent, la phrase clé lorsqu'on parle d'autres dimensions est de regarder de l'extérieur. Imaginez que nous nous retrouvions dans un monde en 2 dimensions. Tous les objets semblent être à la vue de tous. Ils n'ont tout simplement nulle part où se cacher. Mais le problème, c'est que les créatures qui habitent dans ce monde hypothétique en 2 dimensions, auront une vision unidimensionnelle. Ils ne verront qu'une bande au premier plan. Notre principe d'observation de la réalité fonctionne à peu près selon la même logique. Il n'est qu'un cran au-dessus de la vision unidimensionnelle. Il est bien connu que l'homme possède une vision binoculaire, c'est-à-dire bidimensionnelle. Vivant dans un monde tridimensionnel, il ne peut en principe le percevoir ainsi. Plus précisément, nous ne prenons conscience de la 3e coordonnée que lorsque la figure est en mouvement. Imaginez dans votre esprit un cube statique et un cube en rotation. On peut citer la situation suivante comme exemple. En regardant une personne de dos, vous ne verrez jamais son visage tant que le sujet ne se retourne pas. Mais si notre vision était en 3 dimensions, en entrant dans une pièce, vous remarqueriez immédiatement le chat caché sous le canapé, le billet de 5000 roubles dissimulé dans le 2e tome de Guerre et Paix, ainsi que le visage de votre interlocuteur vu de l'arrière de sa tête. Félicitations, après cela vous avez le droit d'utiliser le même « Maintenant, j'ai tout vu ». Et oui, c'est exactement ainsi que notre monde apparaîtrait du point de vue des habitants d'un espace à 4 dimensions. En quelque sorte, nous avons aussi une 4e dimension, le temps. Mais les gens acceptent cela comme un fait sans avoir absolument aucune possibilité d'influencer le temps, l'arrêter, le remonter, visiter le passé ou le futur. La seule chose qui nous est accessible, c'est la possibilité d'en compter les secondes. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit maintenant. Pendant de longues années, l'espace à 4 dimensions était considéré comme quelque chose de mythique, d'incompréhensible et d'effrayant, comme un centaure ou une chimère cracheuse de feu. Mais plus tard, le continuum a été représenté dans la théorie de la relativité d'Einstein sous la forme de l'espace de Minkowski.
Malgré cela, les scientifiques continuent de le considérer comme un paradoxe amusant. Quels exemples, en dehors de ceux mentionnés ci-dessus, permettent à une personne d'imaginer le plus complètement à quoi ressemble le monde en 4 dimensions? On utilise souvent des analogies avec le cube. Suivez le raisonnement. Un point sur une feuille est un cube de dimension 0. Si on relie les 2 points, on obtient un segment, une figure unidimensionnelle. En copiant à côté la même ligne et en reliant les sommets, on obtient un carré bidimensionnel. En faisant la même chose avec lui, voilà, nous avons devant nous un cube en 3D dont nous ne comprenons vraiment les propriétés qu'en le faisant bouger. À quoi ressemblerait un cube dans un espace à 4 dimensions? Pour dessiner un tesseract, il faut procéder de la même manière que dans les cas précédents. Placer 2 cubes tridimensionnels côte à côte et relier successivement les sommets des figures. Est-ce que cela donne quelque chose d'étrange? Bienvenue dans la réalité à 4 dimensions. Même si nous n'en sommes qu'au début, essayons de faire tourner le tesseract. Vous n'en croyez pas vos yeux? Oui, ce qui dans notre monde ressemble à une déformation venue des profondeurs de l'espace 4D paraît être une simple rotation tout à fait ordinaire. Si quelqu'un parmi les vivants, laissons Picasso de côté pour l'instant, obtenait la capacité d'agir comme un habitant de la 4e dimension, ce super-héros pourrait traverser les murs aussi facilement que nous enjambons une corde à sauter. Se déplacer dans la direction la plus anormale, créer un reflet miroir des organes humains et voir à travers, au sens littéral du terme. Ceux qui ont vu le film de Lars von Trier, Dogville, peuvent vaguement imaginer le sens de l'expression « voir à travers les murs », puisque dans ce film, ils étaient dessinés à la craie ordinaire. Mais l'exemple classique des jeux d'imagination spatiale est sans aucun doute le roman d'Edwin Abbott, Flatland. Isaac Asimov lui-même considérait cette œuvre comme la meilleure tentative de perception des dimensions différentes de la nôtre. Mais l'une des idées les plus précieuses du roman, transmise par l'auteur sous forme allégorique, est la suivante. Aucun habitant de sa propre dimension n'admettait l'existence d'autres mondes avec l'entêtement d'un ignorant borné, prouvant le contraire. Chacun considérait sa propre dimension comme le couronnement de la création et la dernière étape de l'évolution spatiale. Cela ne vous rappelle-t-il rien ? Si l'on parle des auteurs de science-fiction, alors Herbert Wells est probablement l'exemple le plus réussi d'écrivain visionnaire. Bien avant Einstein, plus précisément 10 ans avant l'apparition de sa célèbre théorie, ce génie de la littérature a supposé dans son roman « La machine » à explorer le temps que notre monde n'est rien d'autre qu'un espace-temps à 4 dimensions. C'est lui aussi qui a mentionné pour la première fois dans ses œuvres l'antigravité, le laser et même les mondes parallèles. Revenons à nos moutons et posons-nous la question. Le tesseract est-il vraiment la seule création de l'espace à 4 dimensions qui ait pénétré magiquement dans notre monde? Oh non, vous oubliez le ruban de Möbius, ce symbole même de l'infini, et la bouteille de Klein des objets qui peuvent être réalisés dans le cadre de la géométrie euclidienne. En bref, le premier artefact n'est rien d'autre qu'une bande dont les extrémités opposées sont collées, mais l'une d'elles a été préalablement retournée. Le modèle du ruban de Möbius est utilisé dans la fabrication de convoyeurs, de systèmes d'enregistrement et d'imprimantes matricielles. Quant à la bouteille de Klein, il s'agit d'un récipient avec des ouvertures dans le fond et sur la paroi. Le goulot de cette bouteille exotique doit être passé à travers un trou sur le côté et relié à une boucle fermée avec une ouverture au fond. Voilà une sorte d'acrobatie à 4 dimensions. Nous ne chercherons pas à vous convaincre de la multidimensionnalité de l'espace de Hilbert, mais donnerons simplement un autre exemple pour conclure. Il vous aidera à réaliser la complexité de l'univers. Imaginez que nous sommes des poissons nageant dans un étang très peu profond. Comme nos yeux sont placés sur les côtés, nous ne pouvons nous déplacer que d'avant en arrière ou de droite à gauche. Et soudain, il commence à pleuvoir. Les poissons ne voient pas les gouttes, mais nous percevons les ondulations qu'elles causent sur l'eau. Le physicien allemand Theodor Kalus a ainsi supposé que les oscillations lumineuses visibles sont en réalité les échos d'ondes recouvrant la 5e dimension. Même Albert Einstein a été choqué par cette hypothèse audacieuse. Pour résumer et en même temps illustrer les débats acharnés qui ont lieu dans le monde scientifique au sujet de la multidimensionnalité, citons une phrase d'Alexandre Pope gravée sur la tombe de Newton et plus tard complétée par un critique perspicace. Ce monde était plongé dans une profonde obscurité. Que la lumière soit, et Newton apparut. Mais Satan n'a pas attendu longtemps pour prendre sa revanche. Einstein est arrivé, et tout est redevenu comme avant.
La vitesse de la lumière est d'environ 299 792 458 mètres par seconde. C'est une valeur assez précise, n'est-ce pas? Mais comment en sommes-nous arrivés là? Selon les calculs d'Ollerumer, la vitesse de la lumière est de 220 000 km par seconde. Un demi-siècle plus tard, en 1728, la découverte de l'aberration a permis à James Bradley de confirmer que la vitesse de la lumière était finie et d'en affiner l'estimation. La valeur obtenue par James Bradley était de 308 000 km par seconde. La mesure la plus précise de la vitesse de la lumière a été réalisée en 1975 sur la base du mètre étalon. Selon cette mesure, la vitesse de la lumière est de 299 792 458 mètres par seconde. On peut dire que c'est la vitesse la plus élevée de l'univers, mais pouvons-nous l'atteindre? En théorie, pour s'approcher ne serait-ce qu'un peu de cette vitesse, notre engin volant ne devrait avoir aucune masse. Autrement dit, il y a un paradoxe. Pour atteindre la vitesse de la lumière, vous ne devriez pas exister physiquement. La vitesse de la lumière peut sembler énorme, mais si l'on prend en compte la distance entre les objets cosmiques, elle n'est plus si impressionnante. De plus, elle paraît même modeste comparée aux ambitions humaines de voyager rapidement d'un point de l'univers à un autre. Bien sûr, la lumière peut faire le tour de la Terre 7,5 fois en une seconde, mais même la lumière a ses limites. Lorsque vous parlez à une personne qui se trouve à 1 mètre de vous, vous la voyez telle qu'elle était il y a 3/10 de nanoseconde dans le passé. En fait, rien dans l'univers ne nous apparaît en temps réel, maintenant. Essayons de commencer par des objets bien connus, comme la Lune. Le satellite naturel de notre planète se trouve à 380 000 km de sa surface. Cela signifie que depuis la Terre, nous voyons la Lune telle qu'elle était il y a 1,3 secondes le Soleil, il y a 8 minutes, et Mars il y a 14 minutes. Il en résulte que les rovers martiens mettent presque 14 minutes pour effectuer le moindre mouvement. En effet, ils sont contrôlés directement depuis la Terre. Il s'avère que la vitesse de la lumière est une sorte de limite pour les ondes radio, les micro-ondes et les rayons gamma. Essayons d'aller encore plus loin. Le système stellaire le plus proche se trouve à 4,3 années-lumière de nous, et c'est la célèbre Alpha du Centaure. Le système comprend 3 étoiles, et la plus petite d'entre elles, Proxima du Centaure, est la plus proche, à 4,2 années-lumière du Soleil. Autour de Proxima du Centaure orbite une planète de taille proche de celle de la Terre. Imaginons qu'elle soit habitée par des formes de vie intelligentes, tout comme les humains, intéressés par l'observation de l'espace. Ainsi, les extraterrestres pourraient observer la Terre telle qu'elle était il y a 4 ans. Si leur télescope est capable de distinguer chaque personne sur Terre, alors ils pourraient vous voir tel que vous étiez il y a 4 ans au moment de l'observation. Le centre de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve à 25 000 années-lumière du Soleil, ce qui signifie que nous le voyons tel qu'il était il y a 25 000 ans. Changeons d'échelle. Imaginons qu'à 2000 années-lumière d'ici, il existe une planète où il y a aussi des observateurs intelligents. Observer la Terre nécessiterait un télescope de centaines de milliers de kilomètres de diamètre. Nous avons tous vu des photos et des vidéos du côté nocturne et sombre de la Terre, et nous nous souvenons bien des constellations de points lumineux, nos villes. Mais, il y a 2000 ans, il n'y avait aucune mégapole, et il faudrait encore des siècles avant l'invention de la lumière artificielle. Pour distinguer un être humain, il faudrait un télescope d'environ 11 milliards de kilomètres de diamètre. Ceci correspond, soit dit en passant, au diamètre du système solaire du Soleil à Neptune. Mais imaginons que nos mystérieux voisins disposent de telles technologies. Ils verraient la Rome antique et d'autres civilisations de cette époque lointaine. Au début de notre ère, Rome, dont la population comptait entre 800 000 et 1 million d'habitants, était la plus grande et la plus puissante ville du monde. La majeure partie de ce que nous savons sur la civilisation de cette époque ancienne nous est connue grâce à l'histoire écrite sous la domination romaine. La population de la Terre comptait environ 231 millions de personnes. Les régions les plus peuplées de la planète étaient les communautés établies autour des rivières Gange, Tigre, Yangtze, Norvège, Nil et Po. Vous voulez aller encore plus loin ?
La galaxie la plus proche de nous est Andromède. Elle est bien plus grande que notre Voie lactée et on pense qu'elle finira par entrer en collision avec elle. Andromède se trouve à une distance de 2 500 000 années-lumière du Soleil. Nous pouvons l'observer telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Un observateur extraterrestre doté de télescopes d'un diamètre colossal de 15 000 milliards de kilomètres ne verrait aucune forme de vie intelligente sur Terre. L'homme n'en est qu'à ses débuts en tant qu'être intelligent. Il apprend à utiliser des outils et il est peu probable qu'il réalise le long chemin qui l'attend. Il convient de noter que les extraterrestres pourraient voir non seulement la Terre dans le passé, mais aussi toute la Voie lactée telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Ces proportions donnent le vertige. Mais que se passerait-il si l'on allait encore plus loin ? La plus grande galaxie spirale, NGC 6872, se trouve à 212 millions d'années-lumière de notre système solaire. Le diamètre du télescope devrait être véritablement fantastique, environ 1 quadrillion de kilomètres, soit 132 années-lumière. Que verront les observateurs cette fois ? Eh bien tout d'abord, ils ne verront pas les contours familiers des continents terrestres que nous connaissons tous. À leur place, il n'existait qu'un seul supercontinent, la Pangée, qui se divisera beaucoup plus tard en Laurasie et en Gondwana, séparés par l'océan Téthys. Les deux supercontinents continueront ensuite à se fragmenter en parties plus petites et leurs collisions entraîneront une intense formation de montagnes. La pression exercée par l'Afrique sur l'Europe donnera naissance aux Alpes, tandis que la collision de l'Inde et de l'Asie formera l'Himalaya. Deuxièmement, la plupart des habitants de la Terre qu'ils pourront observer sont depuis longtemps considérés comme disparus. La période jurassique, la lumière des forêts, les précipitations abondantes ont favorisé la croissance, permettant aux plantes de devenir longues et de grandir. À la surface, la végétation était dense, les forêts épaisses étaient principalement composées de véritables fougères. Nous sommes tout au long du 19e siècle, alors que pendant tout le 19e siècle, l'Afrique a connu ces changements. À cette époque, les siècles de l'Afrique ont traversé le 19e siècle. Alors que l'Afrique traversait le siècle, à l'époque où les siècles de notre planète défilaient, il serait obligé de regarder. Comme vous le comprenez, cela nous concerne aussi, si jamais nous voulons les observer. Pour comprendre l'immensité de tout cela, Voyager 1 va nous aider. Un engin spatial à bord duquel est fixée une plaque d'or contenant un message destiné à la vie extraterrestre. Elle contient des salutations en 55 langues, des voix humaines, de la musique classique et des sons de la nature, ainsi que des photos de personnes et de la Terre. La plaque contient les coordonnées de la Terre et du système solaire, ainsi que des schémas de l'émission de l'atome d'hydrogène. En septembre 2013, la NASA a annoncé que Voyager 1 avait franchi la frontière du système solaire. Il est devenu le premier engin à entrer dans l'espace interstellaire. À ce jour, l'engin se trouve à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre. D'après les scientifiques, le carburant devrait permettre 10 ans de fonctionnement avant la perte de connexion avec la Terre. Mais imaginons que le carburant suffise pour une période infiniment longue. Et que Voyager 1 se dirige directement vers Proxima du Centaure. Ce voyage prendra 40 000 ans. Étant donné que l'appareil ne se déplace pas du tout à la vitesse de la lumière, mais seulement à une vitesse de 17 km par seconde, ou autrement dit 60 000 km par heure, les échelles cosmiques peuvent vraiment impressionner. Et même si l'obscurité de l'espace inconnu peut faire peur, l'humanité doit courageusement chercher des moyens d'accélérer ses engins spatiaux. Bien sûr, si nous associons notre avenir à la conquête d'autres mondes. Face à cette immensité cosmique, l'homme comprend à quel point il en sait peu sur le monde qui l'entoure. Combien le monde recèle encore d'inconnus, combien de choses restent à découvrir. Pourquoi les lois de l'univers fonctionnent-elles ainsi et pas autrement ? Pourquoi le simple fait que nous ayons des organes sensoriels semble-t-il être dérisoire au regard des distances possibles dans l'espace ? Bien sûr, on peut vivre sans jamais penser à tout cela. Le monde devient compréhensible et ordonné. Mais dès qu'on commence à réfléchir aux phénomènes incroyables qui se produisent autour de nous et bien au-delà de la Terre, les murs familiers s'effondrent et nous franchissons la limite de l'ordinaire. Vous vous intéressez à l'astronomie ? Si oui, vous avez sûrement déjà entendu la phrase sacramentelle qui accompagne le paradoxe de Fermi. Mais alors, où sont-ils tous ?
Elle parle des habitants hypothétiques de civilisations extraterrestres qui ignorent depuis bien trop longtemps l'horizon terrestre. En octobre 2017, la célèbre phrase a partiellement perdu de sa pertinence. En effet, d'après les données du système automatique de télescope Pan-STARRS, situé au sommet du volcan bouclier hawaïen Mauna Kea, quelque chose ressemblant à un astéroïde interstellaire a visité les environs du système solaire. Cependant, les scientifiques n'ont pas tout de suite associé cet objet aux ovnis. Au début, Oumuamua a été considéré comme une simple comète, puis quelques semaines plus tard, il a été reclassé en astéroïde hyperbolique. Il convient de noter qu'auparavant, des objets de cette classe n'avaient jamais été observés à travers les télescopes terrestres. On aurait pu penser que le battage médiatique autour de l'intrus se serait arrêté là, mais à la surprise générale, le voyageur a réservé aux scientifiques quelques surprises majeures. La première chose qui a attiré l'attention des astronomes, c'est la vitesse incroyablement élevée d'Oumuamua. L'objet se déplaçait sous l'effet d'une accélération non gravitationnelle, ce qui a poussé les spécialistes à tirer des conclusions hâtives sur la nature cométaire de ce corps céleste. La vitesse d'Oumuamua variait de 26 à 88 km par seconde selon sa position dans l'espace. À titre de comparaison, Sedna se déplace à une vitesse de près de 2,6 km par seconde, tandis que la comète non périodique Bowell atteint 3 km par seconde. Ainsi, une telle rapidité n'est pas typique des petits corps célestes, ce qui a aussitôt suscité de nombreuses questions. Qu'ont donc affronté les scientifiques ? Très probablement, l'astéroïde provient de l'espace profond, et par conséquent, l'objet n'est gravitationnellement lié à aucune étoile. Cela signifie que nous avons affaire à un ermite, le premier à apparaître dans les limites du système solaire. De plus, compte tenu du caractère exceptionnel de l'objet, les données ont été immédiatement vérifiées à nouveau à l'aide du très grand télescope installé sur le mont Cerro Paranal au Chili. Elles ont été confirmées, aucune chevelure cométaire n'ayant été détectée lors de l'observation de l'astéroïde. Il est remarquable que dans le catalogue des objets herbacéaux, Oumuamua ait reçu un indice unique I. Cela signifie interstellar. Ainsi, le deuxième nom de l'astéroïde est un I 2017-U1. Le premier nom bien connu vient de l'hawaïen en référence au lieu de découverte de l'objet. Il signifie « messager venu de loin ». Comment se fait-il qu'un si petit corps céleste erre de façon chaotique à travers l'univers sans domicile fixe ? Les astrophysiciens pensent qu'il y a des milliards d'années, Oumuamua a été éjecté par son étoile d'origine. Depuis, il est resté seul et errant. On suppose qu'une expulsion catastrophique aurait pu être provoquée par l'une des étoiles de la constellation de la Carène. Mais est-ce vraiment aussi simple ? Et si cet étrange visiteur était par exemple un fragment planétaire ou même un objet d'origine artificielle ? Pour commencer, voyons quels sont les paramètres de cet étrange invité. D'après les données d'observation, notamment celles du télescope William Herschel et de l'observatoire Hale, il a été établi que l'astéroïde est probablement rocheux et que son diamètre est d'environ 160 mètres. Mais il existe aussi d'autres informations. L'objet a la forme d'un cigare avec une largeur de 30 mètres et une longueur de 180 mètres. Malheureusement, compte tenu de la petite taille de l'astéroïde, il n'est pas possible d'obtenir des données plus précises. Mais le fait que la forme d'Oumuamua soit très allongée ne fait aucun doute et suscite la perplexité. Comment l'astéroïde se déplace-t-il ? C'est un ellipsoïde. Étonnamment, il fait littéralement des culbutes dans l'espace et se comporte de manière assez chaotique. D'ailleurs, l'analyse spectrale d'Oumuamua a permis de révéler une certaine ressemblance avec les objets de type neptunien. Sa surface présente la même couleur rougeâtre uniforme. Mais la question demeure, pourquoi cet astéroïde a-t-il une forme aussi inhabituelle et une rotation irrégulière ? Il est fort probable qu'un tel comportement soit causé par un événement fatal survenu dans un passé lointain. Il est possible qu'Oumuamua ait autrefois percuté une planétoïde ou se soit retrouvé au centre d'une explosion stellaire. Nous avons peu de chances de connaître la vérité. Quoi qu'il en soit, toutes les conclusions disponibles à ce jour ont été publiées dans la revue scientifique britannique Nature. Voulez-vous savoir où se trouvait l'objet au moment de sa découverte ? Lorsque Oumuamua a été repéré par les astronomes, il se trouvait à une distance de 30 millions de kilomètres de la Terre. D'après la vitesse de l'objet, les scientifiques ont calculé qu'un mois plus tôt, l'ellipsoïde s'était approché du Soleil bien plus près que Mercure.
Et en janvier 2019, l'invité rocheux interstellaire a traversé l'orbite de Saturne. Où se trouve Oumuamua en ce moment? Actuellement, l'astéroïde s'approche de Pluton. Ensuite, il quittera progressivement l'étreinte du système solaire, mais cela ne se produira pas avant encore 23 millénaires. Certains astronomes, notamment David Jewitt de l'Université d'Hawaï, estiment qu'il n'y a rien de remarquable dans cet astéroïde à part sa forme. Mais peut-on vraiment faire confiance à de telles conclusions catégoriques? Tournons-nous vers des hypothèses alternatives. L'opinion la plus répandue est celle de l'origine artificielle de l'objet. Pour le découvrir, il est à même prévu d'envoyer une sonde spatiale qui atterrira à la surface de l'astéroïde. J'ai du mal à croire qu'un tel projet sera réalisé. Nous devrions d'abord régler la colonisation de Mars et vaincre le virus. Néanmoins, on étudie la possibilité de créer un moteur à voile laser Starship qui permettrait d'atteindre rapidement l'objet. Mais certains ingénieurs sont convaincus que cela peut être fait en utilisant les technologies existantes si l'on utilise les manœuvres gravitationnelles et l'effet Aubert. Alors qu'une sonde spatiale utilisant une voile lumineuse pourrait accélérer trop rapidement et simplement passer à côté d'Oumuamua. Actuellement, une mission appelée Projet est en cours de développement. On fonde des espoirs sur elle pour obtenir au moins quelques informations sur cet astéroïde mystérieux. Mais sur quoi reposent donc les suppositions concernant l'origine extraterrestre de cet objet interstellaire? Est-ce qu'un vaisseau spatial extraterrestre a enfin visité le système solaire? Robert Urich, qui a été le premier à attirer l'attention sur cet étrange astéroïde, pensait-il qu'il observait non pas un banal cigare de pierre, mais une véritable navette d'extraterrestres? Mais assez de questions. Essayons d'examiner le sujet en détail. Compte tenu de la vitesse trop élevée et de la forme inhabituelle de l'objet, on peut vraiment supposer qu'il s'agit soit d'une sonde de reconnaissance, soit d'un vaisseau spatial ayant perdu le contrôle. Rappelez-vous les culbutes inhabituels d'Oumuamua. De telles idées ne sont pas exprimées par n'importe qui, mais par le professeur Avi Loeb du Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian. De plus, ce membre de l'Académie internationale d'astronautique avance des arguments raisonnables. Tout d'abord, l'astronome insiste sur le fait que les astéroïdes ne peuvent pas avoir une forme cylindrique aussi prononcée. Imaginez seulement un objet allongé nettement rouge, changeant d'éclat de façon irrégulière et se déplaçant de manière assez imprévisible. Est-ce que cela ressemble à un quelconque petit corps céleste connu de la science moderne? Il serait plus logique de supposer que nous avons affaire à un objet fabriqué qui constitue le premier signe d'une vie extraterrestre intelligente. Jason Wright, collaborateur de l'Université de Pennsylvanie, partage le même avis, mais les opposants de Loeb et Wright restent inflexibles. Ils affirment qu'Oumuamua n'avait pas initialement la forme d'un cigare. Il se serait allongé en passant près d'un objet massif, par exemple un trou noir. Pour le prouver, une simulation informatique a été réalisée, illustrant clairement ce processus. Et malgré tout cela, on ne peut s'empêcher de voir des analogies avec le roman d'Arthur Clarke, Rendez-vous avec Rama. Selon l'intrigue, une patrouille découvre par hasard dans le système solaire un objet de forme cylindrique, initialement pris pour un astéroïde. Pourquoi n'avons-nous jamais observé un tel objet durant toutes les recherches astronomiques? Si sa silhouette exotique s'explique aussi simplement, cela signifie qu'il devrait y avoir beaucoup plus de petits corps célestes similaires. La deuxième question qu'Abraham Loeb a posée au public était la suivante. Pourquoi Oumuamua est-il si lumineux? Une roche poussiéreuse ne reflète pas la lumière aussi activement que l'étrange voyageur qui nous a rendu visite. Cela ne signifie-t-il pas que sa surface est métallique? Et enfin, l'argument le plus important du professeur d'université concerne l'accélération autonome de l'astéroïde. En fait, le mouvement de l'objet venu d'ailleurs ne ressemble pas à un vol uniforme d'un boulet de canon. Au contraire, de temps en temps, il accélère spontanément. Que se passe-t-il? Une tentative de démarrer les moteurs? Dans ce contexte, les pitoyables tentatives des opposants d'expliquer ce phénomène par un jet réactif de gaz et de poussière s'échappant périodiquement de la surface chauffée de l'astéroïde paraît ridicule et peu convaincant. Pourquoi, en passant près du Soleil, Oumuamua ne s'est-il pas comporté comme une comète et n'a-t-il émis aucun de ses jets? En somme, la question du véritable statut de cet objet interstellaire reste ouverte à ce jour, ce qui laisse place à des spéculations pseudo-scientifiques. Pendant ce temps, l'astéroïde, ou si vous préférez le vaisseau spatial, quitte rapidement le système solaire après avoir intrigué les habitants de la Terre.
Nous sommes certains qu'après avoir regardé cette vidéo, vous avez désormais vos propres idées sur cet objet extraordinaire. Nous vous proposons de partager sans attendre vos réflexions et par la même occasion de vous abonner à notre chaîne. Restez à l'écoute pour les prochaines mises à jour, beaucoup de choses intéressantes vous attendent.